tous. Bocage Préau pour ce deuxième jour de compétition des championnats de France de l'avenir de la Fédération française de cyclisme. Le programme du jour, deux magnifiques courses. Ce sont les cadets qui ont ouvert le bal ce matin à 9 h. Et il a fallu se lever un petit peu tôt. Hier, c'était les filles qui se sont levées tôt, donc il n'y a pas de raison qu'on ne change pas. Et ensuite, ce sont les minimes cadettes à midi qui ont fait leur course. Et vous les voyez à côté de moi, ils sont beaux. Ils sont frais, ils sont jeunes, ils ont un joli maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules. Ce sont nos deux nouveaux champions de France cadets et cadettes. Et nous allons revenir avec eux tout à l'heure sur leur course. Il y a aussi deux autres personnes à nos côtés. Nous recevons aussi Mathilde Dupré, conseillère technique nationale, pour parler ensuite de mixité et de féminisation du cyclisme. Et nous avons aussi à nos côtés alors, une dame qui a le sourire jusqu'aux oreilles. C'est la présidente du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes et qui a ses deux représentants à mes côtés, champion de France aujourd'hui. Donc c'est un carton plein pour Christelle Rey qui est avec nous aujourd'hui. On va commencer par les courses, hein, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. On va commencer par les filles. Elle vient juste d'arriver, hein, elle descend du podium. Célia Géry, bonjour. Bonjour. Alors, ce maillot bleu, blanc, rouge. Qu'est-ce que ça fait de l'avoir? Alors on va pas tout dévoiler, hein, tu vas nous le dire toi-même, mais tu l'as déjà porté ce maillot. Oui, mais ça fait toujours plaisir de le porter encore une fois. Et tu l'as porté quand alors, la dernière fois? Je l'ai gagné en février au cyclocross. Et voilà, du coup j'ai pas encore eu l'occasion de le porter en cyclocross. Mais voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc ce qu'il faut dire, c'est que Célia est donc double championne de France cadette, championne de France cadette cyclocross, et sur route là aujourd'hui à Loré-le-Bocage Préau, une performance assez exceptionnelle, hein, il me semble. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ce doublé, si Christelle, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé en Auvergne-Rhône-Alpes, désolé. Pardon, mais il n'y a pas à s'excuser. Avec Lynn Burquier, qui est junior maintenant et qui a été la même année championne de France sur route, en cyclocross et en VTT. Et maintenant, elle a décidé de se consacrer uniquement au VTT et un peu au cyclocross dans la perspective de Paris 2024. Ah, bon, très bien. C'est une belle décision. Célia, quand on sait qu'avant, Pauline Ferrand-Prévot, par exemple, a été championne de France cadette, elle a fait un doublé pour le coup. Mais qu'est-ce que ça te dit pour l'avenir notamment? Est-ce que ça te projette un petit peu ou pas du tout? Tu prends ça, le maillot c'est très bien et on verra après. Ouais, voilà, j'ai gagné, puis voilà, après je verrai la suite comment ça se passe, hein, parce que personne n'est pareil, donc Là, oui, voilà. On va revoir ensemble justement cette arrivée. On va parler un petit peu de la course. Bon, un doublé peut-être historique pour la Tu peux revenir avec nous. Est-ce que tu peux commenter un peu ce qui s'est passé là? Vous étiez deux du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. On lève même pas les bras, qu'est-ce qui se passe? J'étais trop contente. Ah bon, d'accord. Je pouvais pas lever les bras. Bon, et là on voit la joie après la ligne d'arrivée forcément. Et donc, hein, je disais, une course qui a mis du temps hein, à démarrer. Pendant 3 tours, ça a roulé vite. En revanche, il n'y a pas eu vraiment d'attaque, il n'y a pas eu de groupe qui s'est détaché et ça s'est écrémé par l'arrière, comme on dit. C'est ce qui s'est passé? Oui, parce qu'en fait, le circuit, les bosses, c'était répétitif, donc c'était au bout d'un moment que ça faisait mal. Donc les 3 premiers tours, ça allait. Puis au bout du 3e tour, ça a commencé à justement à faire mal et c'est à ce moment-là que quelqu'un a attaqué et du coup, ça a creusé l'écart. Et donc vous étiez que 4, on va dire, au fur et à mesure des bosses, à pouvoir se détacher. Les 4, donc il y avait Célia Géry ici, il y avait donc ta coéquipière du jour qui s'appelle Julie Bégaud, qui était la championne de France en titre. Donc on aurait pu espérer un doublé comme l'avait fait Pauline Ferrand-Prévot en son temps. Il y avait aussi Kiki Rio du comité de Bretagne et Mélanie Dupin de la Nouvelle-Aquitaine. Comment vous êtes entendus là sur le dernier tour? C'était un peu compliqué parce qu'en fait nous on était deux de l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est logique par rapport à nos deux autres concurrentes qui étaient toutes seules de leur comité. Nous on devait rouler, on devait passer les relais, c'est totalement logique par rapport à elles. Et du coup à des moments c'était, on savait pas trop quoi faire, même si on savait très bien que notre rôle c'était de continuer à relayer. Et voilà, après ça s'est fait, on a continué jusqu'à l'arrivée, puis
ça s'est bien passé. Et quand la présidente du comité voit ces 2 sur 4 passer dans la ligne, sur la ligne à un tour de l'arrivée, qu'est-ce qu'elle en pense? Bah, elle commence par essayer de garder son sang-froid parce que dans la course, j'ai la particularité d'avoir une fonction qui s'appelle Radio Tour. Donc je dois donner les informations et je dois donner toutes les informations, mais pas que celles des coureurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et je ne peux pas exploser de joie, mais je me rattrape après. Voilà. Et donc finalement, à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée, c'est Julie Dégaut qui on va dire, qui s'est sacrifiée pour vous. C'est beau? Oui, c'est ça, parce que ouais, elle a attaqué au début de la bosse, puis elle a roulé tout le long pendant que moi j'étais bien au chaud derrière, et à la fin j'ai pu faire mon sprint comme je le voulais. Eh ben, félicitations, en tout cas c'était une superbe victoire, un joli sprint. Et effectivement, il y a tellement d'émotions à l'arrivée que Célia n'a pas pu lever les bras, et on va voir d'ailleurs les images quelques minutes après celle-ci, les images du podium. Un podium avec une Marseillaise, avec voilà, c'est une énorme émotion. Ouais, Ouais, c'est sûr. c'est sûr. Ouais. Tu la chantes la Marseillaise dans ta tête ou pas? Dans la tête, si, je connais un peu les paroles, normal. Ouais, d'accord. Bon, alors, et sinon, en dehors du vélo, quand est-ce que tu as commencé le vélo? J'ai commencé quand j'étais toute petite en pré-licencié 3. D'accord. Ah oui, donc ça fait des années maintenant. Ouais. Voilà. Donc là, et donc tu es dans quelle classe? Je suis en 3e et je passe en seconde. Bah, félicitations. Voilà, ça fait une autre médaille pour l'année. Et le brevet, ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Très bien. Une mention? Très bien. Une mention très bien. Voilà, alors, je pense que ça va te dire. Bravo. En tout cas, bravo Célia. Un joli maillot bleu, blanc, rouge à être traîné sur les routes de France pendant 1 an. Et pendant un peu plus d'1 an, parce qu'il y aura le maillot sur toutes les routes d'ailleurs, hein, que ce soit des routes escarpées avec le cyclocross ou des routes bitumées pour les épreuves sur route. Et à ma gauche, un autre champion, un autre garçon, enfin un garçon pour le coup, qui a le sourire. Lui aussi, lui il s'est déjà à port posé, là, il est tranquille, il est en short, il est en basket, il est peinard. Il a remporté lui aussi le titre de champion de France de cadet. Paul Sexas, à mes côtés. On va regarder ensemble les images, si tu veux bien. On va les commenter ensemble? Oui, bien sûr. Ça te convient? Bien sûr, oui. On va regarder tout de suite les images. Donc le départ c'était très tôt, hein, ce matin, 9h. Tu t'es levé à quelle heure là? 6h15 du matin. Tu t'es levé à 6h15. Bon, ça allait? Ça piquait pas trop? Bah ça va, je me suis couché tôt, j'avais déjà tout prévu. Ah, très bien. Le vélo était prêt, gonflé, tout ça? Tout était prêt, je savais que c'était très tôt, donc il fallait être prêt dès le début. Et là on l'a vu, hein, contrairement à hier, où il y a eu de la pluie et tout ça, là aujourd'hui, grand soleil sur la Seine-et-Marne et énormément de monde. Ah oui, c'est sûr, là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Après, et donc on voit l'attaque décisive à quasiment à 61 km de l'arrivée. Hein. Pour le coup, là, ça c'est parti assez tôt. Bon, vous aviez 54 km à faire, c'est ça, aujourd'hui? 82 km, et c'est à 61 km que l'échappée est partie. Vous étiez 3, avec Sylvien Hamon du comité des Pays de la Loire, avec Paul Sexas, donc ici présent et champion, et enfin Baptiste Grégoire, qui est le frère de Romain Grégoire, qui a été champion hier chez les Espoirs. Donc Paul, regarde, on va regarder ensemble ce sprint. Là, vous étiez que 3. Là, pour le coup, toi, tu lèves les bras et tu n'y crois pas. C'est ça? Oui, c'est absolument ça. Enfin, j'étais pas venu ici dans l'objectif de gagner, mais plutôt d'aider mes leaders, enfin mon leader, qui était Titouan Fontaine. Donc, pour moi, c'était presque inespéré juste de venir jouer une médaille ou même un top 5. Donc, quand je passe la ligne, j'y crois pas encore. Je me dis, c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver. Mais comme c'est bien, toi aussi, tu as des aptitudes en cyclocross, hein, visiblement. Ah oui. Tu peux rappeler ton résultat là, en février? J'ai fait vice-champion de France de cyclocross. Voilà, donc déjà c'est quand même pas du tout une surprise que Paul Sexas se retrouve en tout cas aux avant-postes d'une course comme celle-ci. Donc là, tu disais, vous étiez 3. Comment s'est passé justement ce final? Parce qu'il faut rappeler quand même, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais à 600 mètres de la ligne d'arrivée, ça commence à monter, il y a une belle bosse, c'est presque une arrivée de puncher. Hein. Ah oui, bien sûr, c'était une arrivée pour puncher, ça pouvait arriver pour les sprinters aussi si la bosse du début était bien gérée et s'il y avait des coéquipiers pour aider le sprinter.
Mais là, dans la configuration de course, on est arrivé à 3. Donc déjà, les 2 adversaires que j'avais ne voulaient plus me passer de relais parce qu'ils pensaient déjà au maillot. Et moi, je préférais penser à la médaille assurée. D'accord. Et ensuite, un de mes adversaires a attaqué. Et je savais que l'autre était très fort. Du coup, j'ai bluffé. Je lui ai fait croire que j'étais fatigué alors que c'était pas vrai. Oh, le métier déjà. Et Déjà, hein. alors l'autre il prenait de l'avance, donc fallait avoir gardé son sang-froid. Donc ça a marché. Le coureur de Bourgogne-Franche-Comté m'a ramené et j'ai juste eu à sprinter à la fin. Les deux étaient fatigués. Juste eu à sprinter, comme si c'était une évidence absolue. Mathilde Dupré, quand on voit le monde sur les bords des routes, là pour ces championnats de France de l'avenir, il y a des courses d'élite où il y a souvent moins de monde. Alors là, effectivement, il y a tous les parents qui accompagnent. Forcément, ça ramène du monde. Mais la plupart n'ont pas de permis, ceux qui courent d'ailleurs. Donc ils sont bien obligés de venir avec un moyen de locomotion. Mais on imagine qu'il y a une énorme fierté, notamment de la part de la Fédération française de cyclisme. Évidemment, quand on voit effectivement tout ce monde sur les abords de l'arrivée, ça fait plaisir. Alors comme vous le soulignez, c'est toujours plus facile quand on a des championnats de France des jeunes parce que on sait que voilà, papa, maman, tonton, tata, les papis, mamies sont présents et c'est ce qui fait que c'est une belle fête du vélo en fait. Donc oui, c'est bien. Et là, il y a quand même près de 900 concurrents pendant 5 jours ici en Seine-et-Marne. C'est absolument incroyable, c'est du jamais vu. Et ce qui est du jamais vu non plus, c'est notamment chez les filles, on en parlera tout à l'heure, mais il y avait plus de 100 concurrentes chez les minimes cadettes. C'est un chiffre incroyable. On pense que le vélo féminin, alors il est dans quel état le vélo féminin, on va dire, chez les jeunes pour l'instant? Chez les jeunes, il s'est toujours bien porté en fait, mais non, il y a quand même une très belle évolution. Et alors, vous soulignez la participation des minimes cadettes, mais moi j'ai surtout envie de souligner la participation des juniors, juste qui courront samedi, et des espoirs. Je crois qu'on est sur des records un peu historiques, avec 73 partantes en junior, alors que les années passées, on avait du mal à atteindre les 45 participantes. Donc, c'est preuve que le cyclisme féminin est en bonne santé et surtout sur la bonne voie. Et toi, Sylvia, qu'est-ce qui t'a décidé à faire du vélo au départ? Mon frère il faisait du vélo et mon père aussi il aimait bien le vélo, alors du coup on s'est tous mis au vélo avec mes frères et sœurs. D'accord, donc pour le coup c'est une véritable histoire de famille, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans le cyclisme. Ce qui est un peu c'est pas franchement pareil du côté de chez Paul, d'après ce que j'ai entendu. Non, pas vraiment, parce que moi dans ma famille personne n'est cycliste. C'est juste moi qui regardais le Tour de France et pour moi c'était un rêve depuis tout petit de faire du vélo en club. Et bon, pendant longtemps mes parents m'ont refusé, puis après ils ont fini par accepter. Voilà, ils ont refusé, et pourtant quand on voit là sur la ligne d'arrivée, il y a un monsieur avec une queue de cheval, enfin un catogan, qui vient te serrer dans ses bras juste après la ligne d'arrivée. Je crois que c'est ton papa. Maintenant je pense qu'il est très fier. Hein. Ah oui, c'est sûr. On a entendu crier sur la ligne d'arrivée, je pense que les gens en bas, sous la flamme rouge, l'ont entendu aussi. Ouais, je le connais, il est très très émotif. Après, moi ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait une famille derrière moi qui me soutienne. Et puis surtout, c'est juste incroyable de réussir à faire champion de France quand on vient ici pour pas faire grand chose finalement. Donc ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas faire grand chose quand même. Hein. Quand même, modeste, hein, c'est bien. Et le vélo a tellement pris une place importante dans la famille, on le voit là, ton papa là, qui te serre dans les bras. On a presque l'impression, regarde, il revient encore, là c'est maman qui est avec toi là? Oui, là c'est ma mère. Bon. Et ils étaient vraiment très très émus, on les a vus même pendant la Marseillaise. Ils avaient des masques, ils viennent du soleil, mais on voyait quand même, ils cachaient un peu leur émotion. Et le vélo a pris une place tellement importante dans la famille Sexas que les vacances sont organisées quasiment autour des courses de vélo qu'il va y avoir pour emmener le fiston. Oui, c'est sûr. Bon, voilà. Après, ça, c'est plutôt parce qu'il n'y a pas eu de course avant. Enfin, on a quand même commencé la saison en juin plutôt qu'en mars. Donc, on s'est dit qu'on allait un peu se rattraper. Et puis, on vient pour se faire plaisir. Et puis, il y a mon frère qui peut aussi courir parce que mon frère, il peut pas trop courir en ce moment vu que je cours beaucoup sur des courses qui sont uniquement pour les cadets. Ouais. Et puis voilà, en plus c'est près de là où on voulait aller finalement. Donc finalement ça change pas grand chose. Il y a juste en plus des bagages, il y a juste à rajouter un vélo quoi. Exactement. Voilà. Mais bon, ça va faire une journée entière au lieu d'aller se baigner. Il va falloir suivre Paul sur la course de vélo. T'as intérêt à gagner. Hein.
Ah oui, c'est sûr. C'est où la course alors, rappelle-nous? D'abord, j'ai la semaine cantalienne. Donc là, c'est par exemple 5 jours. 5 jours. D'accord, donc c'est une épreuve à étapes. Exactement. Et puis après, je fais une manche du Madio en Bretagne. Mais là, je suis chez mes grands-parents. Donc, Ah d'accord, bon ça c'est bien. Et c'est bien le programme à venir avec ce maillot, les premiers tours de roue avec le maillot bleu-blanc-rouge? Je sais pas trop. Il y a aussi mon grand frère qui a des compétitions, des courses à étapes. Donc du coup, on voit après ce qu'on peut faire nous à côté. Puis voilà. Bon, en tout cas, félicitations à vous deux. On va vous libérer parce que bon, Paul, ça fait longtemps qu'il est là et Célia, je pense qu'elle a envie d'aller rejoindre ses copines et tout le monde. Donc merci, vous pouvez poser vos micros. Merci et bravo encore. C'était, oui, allez-y, pas de souci. Bravo d'avoir remporté ces championnats. On verra l'année prochaine probablement, sachant que voilà, vous êtes tous les deux KD1. Hein. Voilà, donc l'exploit est d'autant plus remarquable, et notamment chez les garçons, il faut souligner que les 3 échappés, donc les 3 premiers, les 3 qui étaient sur le podium, sont tous les 3 KD1, donc ça promet une édition KD l'année prochaine, 2022, d'un très très haut niveau. Merci beaucoup, vous pouvez nous rejoindre vos familles qui vous attendent, je pense, juste derrière, ils vont être très très contents. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous surtout. Et encore bravo. On l'a évoqué tout à l'heure, Mathilde, sur le cyclisme féminin chez les jeunes qui est vraiment presque en plein essor, on peut dire ça ou pas? Plein essor, je sais pas, mais en tout cas, on est sur une bonne continuité et sur une phase plutôt ascendante, oui, c'est sûr. D'accord. Et alors, et vous, en tant que présidente d'un comité régional, est-ce que vous le voyez de toute façon avec les chiffres? Est-ce que les filles s'inscrivent peut-être plus que les garçons chez les jeunes? Oui, tout à fait. On le voit à travers un chiffre très précis. On a regardé nos statistiques de licence par rapport à 2019, c'est-à-dire l'année avant le C, le Covid. Voilà, c'est ça. Et on est effectivement dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, oui. On a une progression qui est bientôt de l'ordre de 10% sur les effectifs féminins. Donc c'est beaucoup, et ça c'est dans toutes les disciplines, parce que le cyclisme, vous le savez, c'est un très grand nombre de disciplines maintenant. Bien sûr. Mais on voit enfin le salaire de nos efforts, parce que ça fait quand même longtemps, aussi bien que la fédération que dans les comités régionaux, qu'on pousse, qu'on a des plans de féminisation, qu'on essaye d'en faire beaucoup. En Rhône-Alpes d'abord, et maintenant en Auvergne-Rhône-Alpes, ça a toujours été une tradition. Voilà, aujourd'hui, on a mis au départ 13 minimes cadettes et 12 cadets. Donc, non seulement on a essayé de mettre autant de filles que de garçons au départ, mais on a même dépassé à force de sélectionnables, on va dire. Donc, ce sont des indicateurs, effectivement, mais le chemin reste énorme. On va dire que ce qui a bien changé, et merci Covid, c'est les mentalités. Au niveau des bénévoles, il y a quand même des grosses bêtises qu'on n'entend plus dans les clubs, du genre les filles c'est compliqué, etc. Oui, puis... Donc on entend moins. Oui, merci Mathilde. Le micro, Mathilde. Voilà. Oui, c'est qu'on entend moins. On entend moins. Oui, il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore du chemin, et je pense qu'on a quand même des dirigeants qui sont rentrés dans le 21e siècle et qui ont compris qu'on ne pouvait pas se passer pour développer une discipline sportive et pour se faire plaisir dans le management du sport de 50% de la population, c'est tout. C'est une évidence. Est-ce que, Mathilde, le fait qu'il y ait cet attrait des jeunes filles pour le cyclisme, est-ce que ça vient aussi des volontés des équipes professionnelles notamment, qui ont leur propre équipe féminine maintenant? On voit sur le bord des routes, on voit Emmanuel Hubert qui a créé son équipe Arkea, il y a Cofidis qui va le faire bientôt, on parle des équipes françaises, mais les équipes étrangères l'ont fait depuis bien longtemps. Est-ce que ça aussi, c'est un vrai attrait? Bien sûr, c'est un vrai attrait. Ça donne une perspective aussi à ces jeunes filles, parce que jusque-là, elles n'en avaient pas. Là, les choses commencent à se structurer au niveau professionnel, donc oui, ça ouvre la voie et forcément, ça en motive. Et moi, je suis ravie qu'en 2022, on ait ce fameux Tour de France qui revienne sur le devant de la scène, parce que ça sera une magnifique vitrine pour nous. Et enfin, des jeunes filles pourront se projeter et pourront s'identifier à des championnes, en fait, parce qu'aujourd'hui, à part, excusez-moi, mais Jeannie Longo qui revient souvent sur les tablettes. Il y a Pauline quand même. Oui, mais quand même, le Longo reste quand même. Voilà. Donc là, il y a Pauline, il y a Loana, il y a plein de jeunes filles qui arrivent. Il y a Juliette, et elles vont pouvoir être enfin médiatisées à juste titre, en fait. C'est ça qui nous manquait aujourd'hui, je crois. Et c'est un peu comme au football notamment, avec justement toutes les équipes, les grandes équipes de foot qui ont leur propre équipe féminine. Et vous, quand les jeunes filles viennent vous voir pour s'inscrire, quelle est leur motivation? Quelles sont leurs motivations?
Alors, d'abord, c'est un sport où les athlètes sont vraiment en forme, ils sont assez beaux musculairement, squelettiquement, etc. Donc, je pense que c'est une forme de motivation. Et puis, souvent, les jeunes filles, c'est comme les garçons, c'est-à-dire ce qu'elles aiment, c'est le vélo qui passe à la télé, et c'est aussi une forme de motivation. Mais Mathilde l'a dit, voilà, en octobre, on aura Paris-Roubaix femmes pour la première fois, enfin, le Tour de France qui fait son retour sur 8 journées l'année prochaine. Donc je pense que c'est autant d'occasions effectivement de s'identifier et puis d'adhérer à un sport qui est bien connu, reconnu. Mais il n'y a pas que ça. Hein, quand on veut développer une discipline et la féminiser, ce qui est compliqué, notamment pour une fédération ou un comité régional, c'est qu'il faut appuyer sur toutes les touches du piano quasiment en même temps. Et ça prend beaucoup d'énergie, il faut que toutes les planètes soient alignées, mais il faut insister, et puis un jour ça démarre, quoi. Et comment ça se passe pour les courses, justement? Bon, là, on est au championnat de France de l'avenir, donc il y a évidemment des courses féminines et masculines en même temps, mais comment les filles, est-ce qu'elles ont autant de courses que les garçons, chez les cadets, chez les juniors? Pas encore. Donc c'est pour ça que le chemin est encore long, quoi. Et c'est encore assez adapté parce que les filles, pour l'instant, ne demandent pas à courir autant que les garçons. Un garçon, on aura du mal à l'empêcher de courir tous les week-ends, voire plusieurs fois par week-end. C'est pas encore la demande des jeunes femmes, mais quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est à peu près sûr que ça va venir rapidement. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Elle court, on va prendre l'exemple de la Belgique. Il n'y a quasiment plus une épreuve professionnelle sans son doublon féminin. Oui, bien sûr. Ouais. Et les jeunes femmes belges, qui sont beaucoup moins nombreuses que les jeunes femmes françaises à faire du vélo, ont un programme de course qui est monstrueux, quoi. Et là, on parle principalement de la route. Et dans les autres disciplines, ça se passe comment pour le VTT Les autres, c'est un petit peu différent parce qu'elles participent en mixité, en fait. On a une épreuve de cyclocross, il y a une épreuve forcément femmes à côté. Oui. En VTT, c'est pareil. Sur piste, on est sur les mêmes schémas. Et vraiment sur la route, BMX pareil, sur la route où en fait on va avoir le calendrier féminin d'un côté et le calendrier masculin d'un autre. Donc c'est vraiment cette particularité-là. Sinon, sur les autres disciplines, voilà, ça se développe en toute mixité. Ah. On avait dit d'éteindre les portables. Hop, petit carton. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, elle m'a perturbé avec son téléphone. Non, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, d'imposer les organisateurs de faire 2 courses, justement, à 1 heure d'intervalle? Peut-être qu'elle peut sur un... Alors, imposer, peut-être qu'on y viendra. Ouais. En tous les cas, c'est fortement souhaité parce qu'on sait que ça fonctionne. On a des belles épreuves inscrites au calendrier UCI où il y a les femmes et les hommes. Comme ça en tête, le Grand Prix d'Iceberg en fin d'année où il y a les femmes et les hommes et ça fonctionne. Et chacun profite à chacun en fait. Voilà, il y a plein d'épreuves. Donc je pense qu'on va arriver à ce schéma de course-là. Donc, mais c'est plutôt sur des épreuves internationales. Maintenant, il faudrait que ça se développe sur des épreuves plutôt nationales aussi sur notre territoire et on aura gagné beaucoup de choses aussi. Alors on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais sans vraiment rentrer dans les détails. On disait que le chemin était encore long à parcourir, qu'on n'entendait plus forcément de critiques, mais encore un petit peu quand même. Est-ce que on sait que le cyclisme féminin a longtemps été décrié, et comment les garçons ou les hommes voient les filles sur un vélo maintenant, on a entendu des discours dans les années 80, on va revenir dessus, et c'est abject on va dire. Et comment maintenant, est-ce que ça a un peu changé quand même avec Les mentalités évoluent. Soyons plutôt optimistes, mais comme le disait Christelle, le chemin est encore long. Parce qu'on a encore toujours, je les appelle des dinosaures, qui sont toujours là avec leurs idées bien reçues. Voilà. Dont certains ont présenté leurs excuses. Et oui, voilà, oui. Pas... Mais voilà, moi ça me faisait plaisir quand je faisais le parcours de voir des espoirs hommes sur le bas-côté de la route venir encourager les jeunes filles. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a pas si longtemps. Et voilà, c'est des choses que je remarque et je trouve que voilà, c'est plutôt bien, quoi. Et quand on voit Christelle qui est présidente d'un comité régional, ça aussi, ça fait partie de la féminisation du cyclisme. Là, on a 2 femmes qui font partie des instances du cyclisme national, on va dire. Enfin, on n'est pas très nombreuses, certes, mais, non, mais ça fait partie de notre plan de féminisation aussi, parce qu'on parle des athlètes, mais effectivement, il y a tous les aspects encadrement, dirigeants qui gravitent autour et qu'il faut absolument féminiser davantage. Parce que, alors je dis pas qu'il faut que les femmes prennent la place des hommes, c'est pas ça, mais on se rend compte que quand on travaille en mixité, on travaille
mieux, je pense. Voilà. Donc il faut plus de femmes sur des instances dirigeantes, il faut plus de femmes dans l'encadrement aussi. C'est ce que j'allais dire, il y en a beaucoup des femmes dans l'encadrement, dans les entraîneurs, dans les dirigeantes vraiment sur le terrain. Eh bien non. Voilà. Non, je prends le cas de moi, cadre technique, on est 3 femmes à la fédération, donc c'est peu. Dans les clubs, c'est un peu différent. Il y a des présidentes de clubs, il y en a de plus en plus souvent. J'aime bien prendre l'exemple de l'arbitrage, où on a au niveau de l'arbitrage régional, pour moi, chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes, quand on fait les formations, plus de femmes que d'hommes en fait qui viennent. D'accord. Mais ça, c'est un peu typique d'une recherche chez les femmes d'un engagement, on va dire de premier niveau. Et là où elles ont encore du mal, mais ça vient d'elles, on en parle souvent, cette fois il faut trouver au fond de soi-même la solution. Elles ont du mal à se projeter dans des postes plus à responsabilité ou qui prennent plus de temps. Alors, le problème des femmes, c'est souvent le temps. Manque de temps pour être excellente dans ce qu'elles s'apprêtent à faire. C'est peut-être aussi parce que justement les femmes sont encore très présentes à la maison et font encore beaucoup de choses par rapport aux hommes et donc elles n'ont pas le temps pour faire autre chose. C'est la société qui est comme ça, mais je crois qu'il faut qu'on évolue aussi et on est en train d'évoluer. Je pense qu'aujourd'hui des métiers comme je fais moi, il y a quelques années, effectivement c'est compliqué quand on a une vie de famille, etc. Et je crois qu'il faut qu'on voit les métiers différemment, qu'on évolue aussi sur ces thématiques-là parce que c'est important, quoi. Oui, je trouve quand même que le sport évolue plus vite que la société civile. Oui. C'est le point positif. Moi, je ris toujours ma petite touche d'ironie quand on voit arriver des notes de ministère, etc. J'ai envie de leur dire, allez voir dans votre Assemblée nationale et dans votre Sénat comment ça se passe, quoi. Bon, et on va, pour pas forcément conclure, mais est-ce que vous êtes optimiste ? Ah oui, si on ne l'est pas, on n'a rien à faire ici. Évidemment qu'on est optimiste. On peut être optimiste, mais vous êtes vraiment optimiste. Si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, on parle de la compétition, on parle du haut niveau, mais il y a tout l'aspect développement qui est très important aussi dans notre fédération et j'en parle parce que moi je suis CTN en charge du développement et je pense que ça passe aussi par là. Si on veut évoluer et si on veut attirer davantage de femmes, c'est aussi par des aspects loisirs, bien-être, sport, santé, qu'on va pouvoir attirer davantage de femmes à pratiquer le cyclisme dans notre fédération et puis pourquoi pas en faire plus tard des championnes aussi, quoi. Voilà, c'est une porte d'entrée différente mais qui est importante. Alors concrètement, c'est quoi le développement que vous pouvez proposer ? Vous avez des exemples précis à nous donner ? Alors, je vais vous donner un exemple là, c'est notre programme d'ambassadrices en fait. Voilà, on a des ambassadrices à la fédération qui sont issues des territoires et qui font la promotion du cyclisme pour toutes et tous, parce qu'on est aussi dans de la mixité, au plus proche du terrain et puis pour rassembler des femmes et les sécuriser par rapport à la pratique aussi, et surtout pas leur faire signer une licence dès la première sortie, mais leur faire comprendre ce que peut être le cyclisme, ce que peut être une fédération et ce qu'elle peut leur apporter. Ça peut faire peur un petit peu. Oui. Pour une jeune femme de se blesser, il y a l'aspect sécurité, d'autant plus sur route avec les aspects sécurité routière. L'aspect mécanique aussi qui freine beaucoup. Il y a des femmes qui disent mais si je crève, je fais quoi ? Je ne sais pas changer ma roue. Donc c'est tous ces petits points-là qui font que par le biais de nos rassemblements, de nos ambassadrices, véhiculer un discours plutôt très positif en disant bah oui, vous êtes capable de changer une roue tout comme un homme, quoi. Et avec des fêtes de vélo par exemple, avec des fêtes qui se développent un peu partout. Il y en aura une en Seine-et-Marne au mois de septembre avec Vélo en Grand. C'est vraiment le genre d'événement qui peut justement amener des femmes à s'inscrire, comme vous le disiez, pas forcément pour la compétition en plus. C'est vraiment prendre un vélo, se faire plaisir, avec en plus maintenant c'est vrai qu'avec entre le gravel, le BMX, le fat bike, si on est au bord de la mer ou à la montagne, il y a quand même énormément et le vélo électrique aussi. Et le vélo électrique évidemment, ça c'est un point extrêmement positif. Merci beaucoup mesdames. Merci à vous. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. C'était donc cette première émission pour cette deuxième journée de compétition ici à Loré-Bocage-le-Préau. Je vous dis à demain pour les courses juniors. Non, espoir hommes et femmes. Voilà, exactement. Ça a été des grosses pistes là, qui vont se bagarrer entre eux, les moins de 21 ans. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.